dans les hôpitaux qui sont plus malades du capitalisme que du Covid, comme le disait le titre. Alors donc, je vais céder la parole à Florence de la Salpêtrière. Je vais peut-être céder la parole à Florence, si elle trouve ses bonnes lunettes. C'est bon ? Donc, je vais céder la parole à Florence, et puis ensuite à Aurélie, de l'hôpital Saint-Antoine, toutes les deux de l'assistance publique. Apparemment, on a un quart d'heure avant que la chanteuse elle démarre, donc c'est pas pour ça qu'on va faire très très vite, mais bon, on va essayer pour qu'il y ait un débat le plus possible. Donc, on va vous faire une présentation donc, pour illustrer que la gestion de la pandémie, même dans un pays riche comme le nôtre, il ne répond qu'aux exigences des capitalistes avant tout et pas aux besoins de la population. On mettra aussi en avant les mesures que nous défendons pour que le camp des travailleurs se fasse entendre. Alors la pandémie a été arrivée dans un contexte que vous connaissez, on va le rappeler, que depuis des années, donc, les différents gouvernements ils ont fermé des milliers de lits, que ce soit dans les urgences, en chirurgie, en médecine, en psychiatrie, en maternité, et ils ont diminué le nombre de personnel en conséquence. Alors, cette diminution de lits a augmenté le temps d'attente pour avoir des rendez-vous pour les patients, pour être opérés ou soignés. La durée de séjour a beaucoup diminué et la prise en charge en ambulatoire s'est développée. Du coup, les patients ne restent pas longtemps à l'hôpital et ils se retrouvent chez eux seuls ou avec leur famille. Donc les médecins généralistes de moins en moins nombreux, ils étaient 94 261 en 2010 et en 2018 ils sont 87 800. Donc ces médecins sont de fait très sollicités. Le maintien à la maison repose aussi beaucoup sur les aides à domicile, qui sont très demandées, et pourtant très mal payées, et qui ont des conditions de travail dures et précaires. L'hospitalisation aussi à domicile s'est développée, alors celle qui dépend des hôpitaux publics, et l'hospitalisation à domicile privée. Les sages-femmes aussi, libérales, du coup elles prennent en charge les femmes avant et après l'accouchement de plus en plus, car les mères restent très peu de temps à la maternité. Les malades de psychiatrie, ils obtiennent très difficilement une hospitalisation et ils sont rendus à leurs proches ou à la rue rapidement et ils reviennent aux urgences sans arrêt. Alors parallèlement à la diminution du nombre de lits dans les hôpitaux, les cliniques ont récupéré des pans importants de l'activité, que ce soit de chirurgie, d'obstétrique, de dialyse, de soins de suite, de psychiatrie, d'EHPAD, donc des secteurs qu'elles estiment rentables pour elles. Et récemment, ces cliniques, elles se sont concentrées dans des grands groupes qui sont financés par des fonds d'investissement. Et on voit que 41% des établissements privés sont détenus par 3 grands groupes, dont vous avez entendu parler, je suppose, Ramsay Général de Santé, Elzan et Vivalto Santé. Et des assureurs et des mutuelles s'y sont mis et détiennent de plus en plus de cliniques. Alors, peu de temps avant la pandémie, il y a eu des mouvements de grève, celui des urgences débuté en avril 2019, des maisons de retraite en été-automne 2019, puis des médecins et du personnel avec le collectif interhôpitaux en 2019, après la grève des urgences, et en même temps que le mouvement contre la réforme des retraites. Je vous invite à voir les super photos noir et blanc là-bas des différentes grèves et manifestations qu'il y a eu à ce moment-là. Alors toutes ces protestations, elles avaient mis en avant qu'il fallait rouvrir des lits, embaucher et augmenter les salaires, car on était au bord de la rupture. Mais cela est resté lettre morte. Alors quand l'épidémie elle s'est déclarée en fin février 2020, d'abord dans le Grand Est, après le rassemblement évangélique et dans l'Oise, puis en Île-de-France, l'hôpital a dû se transformer radicalement. Il a fallu faire de la place pour accueillir les patients atteints du Covid. Les urgences déjà à bout habituellement ont dû s'organiser en divisant les services en 2 parties, mais cela ne s'est pas fait partout et pas tout de suite, et souvent les 2 secteurs étaient tout à fait perméables. Beaucoup de patients qui n'avaient pas eu le Covid, ont eu peur de venir à l'hôpital, de peur d'être contaminés, et cela a retardé leur prise en charge, donc qui de fait de toute façon étaient déjà limitées. Les consultations se sont vidées, remplacées par des appels téléphoniques, les hôpitaux de jour et de semaine se sont transformés en hospitalisation Covid, et la chirurgie a arrêté tout ce qui n'était pas urgent immédiatement. Les salles de réveil, les soins intensifs se sont transformés en réanimation Covid, et tout le personnel rendu disponible par l'arrêt des activités habituelles a été déplacé en unité Covid. Alors les plannings ont été bouleversés, les vacances annulées,
Et des renforts volontaires sont arrivés de tout le pays en Île-de-France, venant de tout horizon. Alors dans l'Est et l'Oise, touchés en premier, malheureusement eux, ils ont dû faire face avec très peu d'aide supplémentaire. Les étudiants de soins, infirmiers, d'anesthésie, de blocs opératoires, les stagiaires aides-soignants ont été réquisitionnés. Alors tout ce personnel, tout ce renfort, donc ça a permis de faire d'avoir du personnel pour faire plein de tâches indispensables, comme distribuer les repas, les carafes d'eau, faire des circuits séparés Covid, non Covid, gérer les vêtements de travail, les stocks de matériel, leur distribution, faire de l'accueil, former les nouveaux arrivants. De nombreux bénévoles se sont présentés aussi pour gérer les stocks de matériel, par exemple, donnés par des entreprises. Et c'est bien le seul moment où les effectifs ont été suffisants, mais cela a été éphémère, bien sûr. Cet élan énorme a permis de faire face, car les équipes étaient plus nombreuses que d'habitude. Mais par contre, comme vous avez bien vu, le manque de matériel de protection, de respirateurs, de médicaments de réanimation a pesé sur tout le monde. Alors Macron disait que l'on était en guerre, mais il n'a pas donné les armes pour combattre l'épidémie. Alors tout arrivait au compte-gouttes. Les masques, les surblouses étaient rationnés au maximum et nous n'étions jamais sûrs d'en avoir pour le lendemain. Et du coup, on se rationnait nous-mêmes et on en utilisait le moins possible. Nous avons dû utiliser des rouleaux de sacs poubelles avec des manchons en plastique en guise de surblouse. Ça a fait quand même scandale autour des réseaux. Les donateurs privés donnaient du matériel de toutes sortes. Le sponsor était sollicité et se faisait de la pub au passage. Des restaurateurs à l'arrêt ont cuisiné pour les soignants et apporté des milliers de repas. La population confinée au balcon tous les soirs a montré sa solidarité avec tous les travailleurs qui ont continué à travailler, qui ont fait tourner l'économie. Cela a fait plaisir, certes, mais ce que voulaient les hospitaliers, ce n'est pas des applaudissements, c'est bien sûr des bras, des masques, du matériel, des médicaments, des lits, comme ce qui était revendiqué depuis des années. Alors à l'hôpital, on a vu aussi qu'il y avait toutes sortes de métiers indispensables pour que cela fonctionne. Il y avait les services informatiques qui réinstallaient les ordinateurs dans les nouvelles réas, les laboratoires qui ont vu leur activité exploser, les entreprises du nettoyage qui gèrent les déchets, ils ont vu tripler le volume des poubelles, et eux aussi ils ont dû se battre pour avoir des masques, des gants, des blouses, des tenues surtout, pardon. Des livreurs et fournisseurs de toutes sortes d'entreprises qui amenaient des palettes remplies de matériel, les ouvriers du bâtiment qui devaient entretenir et réparer en urgence. Cela a montré que c'est uniquement grâce à tous les travailleurs que cela a pu fonctionner. Les seuls qui n'ont pas été irresponsables durant cette crise, les seuls qui ont été à la hauteur, ce sont les travailleurs. À l'hôpital, mais aussi bien entendu dans bien d'autres secteurs de toute l'activité économique du pays. Pendant cette première vague, on a vu que tous les secteurs de la santé ont été touchés, pas que l'hôpital bien entendu, les EHPAD, les centres de réadaptation, la médecine libérale de ville, les centres d'accueil, les personnes handicapées, qui tous ont été dépourvus de moyens de protection et de renfort et qui ont été confrontés à de nombreux décès. Les personnels se sont mobilisés pour réclamer de quoi se protéger et ils ont été sanctionnés et certains licenciés, comme certains aides-soignants et infirmiers dans des EHPAD qui avaient révélé le scandale du manque de matériel. Le gouvernement, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est préoccupé d'abord de se dédouaner. Il a menti sur tout. Le nombre de masques, de lits de réanimation, le matériel commandé mais pas là, les respirateurs en cours de fabrication mais qui n'étaient pas les bons. Il a toujours fait croire qu'il faisait ce qu'il pouvait et que ce n'était pas facile de trouver du personnel qualifié pour les réanimations. Alors il a lâché effectivement quelques milliards pour payer des renforts et du matériel, mais à minima, et surtout, ça il ne faut pas l'oublier, sans jamais revenir sur les fermetures passées et futures de lits, sur les suppressions de postes, et sans jamais ouvrir les vannes de la formation pour tous ceux qui le souhaitaient. Puis après, il y a eu la fin de la première vague, avec la fin des renforts, et l'illusion pour beaucoup que cette crise sanitaire allait faire entendre raison aux dirigeants pour mettre enfin des moyens pour la santé. Donc c'était la fin des illusions. Les vagues suivantes allaient montrer qu'il n'en était rien, que les restructurations étaient toujours en cours, et qu'en plus les directions des hôpitaux en profitaient pour aggraver la charge de travail des personnes restantes. En Eurochir, par exemple, à la Pitié, il y a une infirmière et une aide-soignante pour 12 patients, et il y a peu, c'était pour 8. Voilà, un exemple parmi tant d'autres, il y en a des milliers. Après la première vague, beaucoup sont partis de l'hôpital, et les recrutements n'ont pas compensé les départs. La deuxième vague a touché tout le pays, et les renforts en personnel ont été limités cette fois-ci, à des intérimaires et aux étudiants qui ont été de nouveau réquisitionnés. Le retard dans la prise en charge des patients, reporté de nombreuses fois, n'a pas été rattrapé, puisque les interventions chirurgicales programmées n'ont repris que récemment. Après la première vague, le gouvernement a versé une prime Covid de 1 500 € à 500 €, selon la structure de travail dans laquelle on était,
et qui n'a pas été versé à tous car il y avait des conditions limitées. Il fallait avoir été présent X du mois d'avril à X du mois de mai 2020. Voilà. Les étudiants infirmiers utilisés comme aides-soignants ne l'ont pas eu et les entreprises extérieures non plus, pas du tout. Alors pour faire face au mécontentement, l'État a négocié avec les syndicats le Ségur de la santé, le fameux 19 milliards. Alors ces 19 milliards, ils sont à mettre en parallèle avec le plan de relance du gouvernement de 100 milliards. Donc ces aides publiques qui sont allées surtout aux grandes entreprises et finalement en distribution de dividendes aux actionnaires. Alors de plus, le gouvernement il rembourse des millions pour les tests PCR aux laboratoires d'analyse, comme Servalliance, Unilab, qui sont de grands groupes capitalistes détenus par des investisseurs qui ne sont pas des biologistes. Il paye les yeux fermés les entreprises pharmaceutiques Pfizer, Moderna, AstraZeneca pour avoir des vaccins dont les prix sont inconnus mais rapportent beaucoup à ces entreprises. Il a même payé des millions à Sanofi pour un vaccin qui n'existe pas encore. Et la mise en place de la vaccination, que ce soit à l'hôpital ou en ville, a été un exploit de désorganisation à l'image de tout le reste. Ça, on a pu tous le constater. C'est-à-dire sans plan, sans relever des besoins, et cela a été la débrouille individuelle pour trouver les bonnes informations, pour trouver les créneaux de vaccination en ville ou à l'hôpital. Donc cette crise, elle a mis en avant que les moyens radicaux pour faire face à cette crise n'ont évidemment pas été mis en place, mais par contre que des milliards ont été déversés ailleurs. Les travailleurs ont eu le droit aux miettes et à des leçons de morale pour nous rendre responsables de la contamination, car on ne faisait soi-disant pas ce qu'il fallait pour éviter la contamination. Et toute cette expérience, nous ne sommes pas prêts de l'oublier. Alors les médailles, les primes, les félicitations, tout ce qu'on a vu là n'ont fait que montrer le mépris des dirigeants sur nos véritables revendications. Mais cela a démontré que sans un combat déterminé avec tous les autres travailleurs, nous n'aurions droit qu'à cela. Je passe la parole à Aurélie. Bonjour. Donc la situation des hôpitaux décrite par Florence est aberrante. Et c'est d'ailleurs pour ça que bon nombre de nos collègues pensaient qu'après la pandémie du Covid-19, lors de la première vague, le gouvernement allait enfin prendre conscience de l'état de délabrement des hôpitaux et qu'après ce ne sera plus pareil. Alors oui, on peut dire, cela n'a été plus pareil, mais vraiment pas dans le sens de ceux qui l'espéraient. Donc pendant la première vague à l'hôpital, à la PHP, à Paris, toute la politique de la direction a été de dire « on est avec vous, on fait face », car elle craignait des réactions de colère. Tous les jours, on avait le droit à un mail mielleux de Martin Hirsch, le directeur général de la PHP, nous assurant de toute sa solidarité et encourageant nos efforts. Et tous les jours, à Saint-Antoine, à l'hôpital où je travaille, on avait des nouveaux cadeaux cocasses, genre vélo d'appartement installé face aux urgences. Comme ça, tu pouvais faire du vélo tout en regardant les ambulances et les camions de pompiers passer. À aucun moment, le gouvernement n'a remis en cause sa politique en matière de santé publique. Tout son discours a été de s'adapter en fonction des périodes. Alors au début de la pandémie, tu n'avais pas besoin de masque parce qu'il n'y en avait pas. Et puis après, quand il y a eu des masques, là tu étais obligé d'en porter et si tu n'en avais pas, tu avais une amende. Donc le gouvernement, il a constamment adapté sa politique à ses stocks et à aucun moment il n'est revenu sur sa politique envers la santé. À aucun moment il est revenu sur la suppression de lits des 100 000 lits depuis 20 ans. Aucune annonce n'a été faite. Il est évident que tous les gouvernements qui se sont succédés ne mettent pas les moyens nécessaires dans la santé. Et ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire ne fait que le mettre en lumière davantage. L'État, il est au service des capitalistes, des financiers, et il se fiche complètement de ce qui est nécessaire à l'ensemble de la population. Alors bien sûr, en pleine crise du Covid-19, Macron, à Mulhouse, a été dans l'obligation d'annoncer une prime pour les hôpitaux et des augmentations de salaire. Ces annonces n'étaient liées qu'au fait que l'ensemble de la population avait les yeux rivés sur l'hôpital. Et puis Macron, il n'avait pas du tout envie qu'à la sortie de la première vague et du confinement, il y ait une explosion de colère dans les hôpitaux qui puisse se propager à l'ensemble des entreprises. Car les patrons comme le gouvernement le savent. Quand des travailleurs relèvent la tête, cela peut donner envie aux autres de les suivre. Surtout que tout le monde savait qu'à la sortie du confinement, il y aurait des annonces de suppression d'emplois, il y avait des millions de travailleurs qui étaient au chômage partiel ou au chômage tout court.
Alors, pour eux, pour le gouvernement, il n'était pas question de prendre le risque. Il était trop gros. Mais dans les annonces de Macron, tout a été calculé pour que cela coûte le moins possible au gouvernement. La prime, déjà, n'a pas été la même partout. C'était soit 1500, soit 500 euros. Concernant l'augmentation de salaire de 183 euros, les plus petits salaires n'ont guère vu de différence. Car d'habitude, ils ont la prime d'activité qu'ils touchaient, qui a été diminuée de quasiment autant que les 183 euros. Donc au final, ça a été une opération blanche pour eux. Dernièrement, le gouvernement a fait des annonces pour augmenter les salaires dans les hôpitaux. Là encore, ces annonces ne concernent pas tous les hospitaliers. Ainsi, les 183 euros en décembre 2020, il y a 1,5 million d'hospitaliers qui l'ont touché. Et bien là, dans les nouvelles annonces, c'est 500 000 personnes. Ça veut dire une personne sur 3 qui aurait une augmentation en octobre 2021. Donc, sont concernés par cette augmentation les infirmières spécialisées, les aides-soignantes, les Madip Radio et quelques autres. Mais tout ça sera soumis à divers critères, comme l'ancienneté ou la catégorie A, B ou C dont tu fais partie. Si tu es agent de ménage, agent de labo, ouvrier ou employé administratif, et bien là c'est simple, c'est 0. Encore une fois, l'objectif est de semer la division entre les travailleurs, de tenter de nous monter les uns contre les autres. C'est une politique délibérée de la part du gouvernement. Il sait très bien qu'après 15 mois de Covid, tous les hospitaliers en ont ras-le-bol. Et avec cette manœuvre, il cherche à éviter que tous les personnels des hôpitaux fassent front de façon unie contre lui. Donc il est évident que toutes les annonces du gouvernement sont loin de répondre aux attentes de l'ensemble des hospitaliers. Alors, il ne faut pas se leurrer. Notre sort, que ce soit en termes d'effectifs ou d'augmentation de salaire, ils ne dépendront que de nous, que de la capacité des travailleurs à entamer un bras de fer avec le gouvernement et avec la bourgeoisie pour qui il roule. Les augmentations de salaire doivent avoir lieu tout de suite et pas dans 20 ans. Et surtout, il faut que les salaires ils soient indexés sur le coût de la vie. Cela doit augmenter mois après mois et au fur et à mesure que les prix augmentent. Ce bras de fer contre ceux qui font tourner la société pour leur profit, il doit être notre feuille de route. Il faut qu'on soit bien persuadé qu'il ne peut pas être évité. Il est indispensable si on veut pouvoir vivre dignement. Et je voudrais dire la même chose pour l'emploi, où là aussi, il faut s'imposer en tant que travailleur envers le gouvernement et le grand patronat. Actuellement, le chômage augmente, ainsi que le chômage partiel. Et pourtant, à l'hôpital, les bras manquent de partout. Des bras qui seraient bien indispensables pour s'occuper de tous. À la PHP, alors Hirsch, il a toujours la même excuse à la bouche. Il affirme partout que c'est très difficile de recruter des soignants et qu'il n'y arrive pas. Mais en fin de compte, aucun moyen n'est déployé, au contraire. Depuis il y a 10 ans, les aides-soignantes qui passaient le concours infirmier et qui étaient reçues, elles étaient automatiquement financées par la PHP pour leurs 3 ans d'études. Et bien maintenant, c'est au compte-gouttes. Voilà. Et des fois, tu sais que tu vas passer le concours, mais tu sais que tu ne seras pas financé dans la foulée, quoi. Et donc, de toute façon, elles ne pourront pas faire leurs études parce qu'elles ne seront pas payées et leurs études non plus ne seront pas financées. Et c'est pareil sur la plateforme Parcoursup. Là, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 85 000 lycéens qui ont récemment postulé pour suivre en septembre une formation en soins infirmiers. Comme quoi, les vocations, ça ne manque pas. Mais le nombre de places, il est limité à 32 000. Donc voilà. Et la direction de la PHP ne parle surtout que du sous-effectif infirmier. Mais en fait, du monde, il en manque partout. Par exemple, la formation des aides-soignants en temps normal, c'est 10 mois. Alors autant dire que depuis 13 mois, depuis la première vague, le gouvernement, il aurait largement eu le temps et les moyens de former des nouveaux aides-soignants. Et ça, c'est sans parler des agents du ménage, des coursiers, des brancardiers, des collègues dans les laboratoires. Donc 1 an après le Covid, le bilan, c'est 0 embauche. 1 an après, l'hôpital continue à craquer de toutes parts. Sans surprise, la direction de la PHP continue sa politique de gestion à flux tendu en faisant pression sur nous tous pour qu'on fasse des efforts et qu'on travaille plus et plus vite. Sans compter les entreprises privées qui gèrent le ménage hospitalier, les livraisons, etc. où il n'y a aucune embauche, que ce soit pendant ou après les différentes vagues du Covid. Alors oui,
Il faut que l'on impose la répartition du travail entre tous et avec le maintien du salaire, car ça c'est une question de survie. La répartition, cela veut dire diminuer la charge de travail, voire même diminuer le temps de travail. Travailler moins, mais travailler tous en imposant des embauches. Je voudrais dire aussi qu'en mettant en avant cette revendication dans les hôpitaux, une revendication qui doit être la même pour l'ensemble du monde du travail, on défend bien sûr l'intérêt des salariés, mais on défend aussi l'intérêt des malades, et finalement de toute la société. Pour nous en sortir, il n'y aura pas d'autre issue que de répartir le travail entre tous. Et ça, cela veut dire qu'il faudra l'imposer aux patrons et au gouvernement par nos luttes collectives. Si nous nous joignons à l'ensemble des travailleurs en lutte, c'est ça qui fera notre force dans les hôpitaux. Seule une lutte collective de grande ampleur peut inverser le cours des choses et nous rendre assez forts pour nous imposer face au grand patronat. En fin de compte, on a tellement l'habitude de se faire tout imposer. On nous impose un boulot, on nous impose le chômage, on nous impose un salaire, on nous impose des horaires. Mais en fin de compte, il n'y a pas de raison que ça ne s'inverse pas. Il va falloir que nous, on apprenne à imposer nos intérêts de travailleurs, nos exigences à nous. Dans les hôpitaux, comme dans le reste de la société, on a mis plus qu'en évidence pendant cette pandémie que c'est nous qui faisons tourner l'ensemble de la société. La pandémie l'a mise en lumière, mais cela a toujours été ainsi. Les seuls qui sont responsables dans cette société, les seuls qui sont à la hauteur, ce sont les travailleurs. Pendant cette pandémie, ce sont les travailleurs et les travailleuses qui ont pris leur courage à deux mains pour continuer à faire ce qui est essentiel dans cette société. On a pu le voir avec toute la solidarité qui s'est créée, avec toutes les initiatives qui ont été prises pour essayer de pallier à l'incompétence du gouvernement. À l'hôpital où je travaille, on a vu plein de collègues pour se proposer d'elles-mêmes pour aller travailler dans les services de réanimation, revenir sur leurs vacances ou leur repos pour faire face. Ils se sont démultipliés pour essayer de remettre en état, pour fonctionner des services qui n'étaient pas adaptés à la réanimation pour que ça devienne des réanimations. Dans les laboratoires, des techniciens ont été travaillés dans d'autres hôpitaux pour renforcer les équipes de virologie, pour faire les tests PCR, etc. Sans toutes ces initiatives des hospitaliers, l'hôpital il n'aurait pas fait face. Pendant toute une période, les travailleurs des hôpitaux, des EHPAD, des aides à domicile, mais aussi les travailleurs de la grande distribution, les éboueurs, etc. Ils y sont allés même sans savoir ce qu'était réellement le virus. Mais ils y sont allés malgré tout, avec l'objectif que la société elle doit continuer à tourner. D'ailleurs, un certain nombre l'ont payé de leur santé et malheureusement certains de leur vie. Alors si les travailleurs ont fait tout tourner dans cette société, il n'y a pas de raison qu'on ne la dirige pas. Les travailleurs, ce sont les seuls à pouvoir faire fonctionner dans la société dans l'intérêt de tous. Contrairement à la classe sociale qui la dirige et qui ne le fait que pour la rentabilité de ses profits. Alors je voudrais conclure en disant que pour l'heure, comme partout, les travailleurs de l'hôpital ont pris conscience que sans leur dévouement, sans leur imagination et leur travail, l'hôpital aurait été dans l'incapacité de faire face. Mais disons-le, les collègues pour l'instant n'imaginent pas qu'ils seront en mesure de prendre en main la direction de l'hôpital, voire de toute la société. Mais il est sûr que la crise du Covid a toutefois conforté chez eux l'idée qu'ils sont indispensables et que ce sont eux qui font tout tourner à l'hôpital. Et ça, c'est un premier pas. Même si les travailleurs de l'hôpital ne s'imaginent pas qu'ils puissent changer le cours des choses, faire grève et même diriger leur grève, il faut se rappeler que Macron, lors de la première vague, a tout de suite annoncé une prime pour les hospitaliers et qu'il y aurait tout de suite des augmentations de salaire dans la foulée. Et bien si Macron il l'a fait tout de suite, c'est que dans l'intérêt des capitalistes, il ne voulait pas qu'il y ait des explosions de colère dans les hôpitaux. Dans bien des villes, et même à Paris, le plus gros employeur, c'est l'hôpital. Alors si les hôpitaux se mettent en grève, la propagation aux autres entreprises devient fort possible. Cette idée, le grand patronat, Macron et son gouvernement en ont bien conscience. Alors cela montre que nous sommes en mesure d'imposer notre force en nous y mettant avec l'ensemble des autres travailleurs. Notre sort, il est totalement lié à l'ensemble de la classe ouvrière. Avant le Covid, il était impossible d'augmenter les salaires des hospitaliers. Macron disait « il n'y a pas d'argent magique ». Et finalement, cela a été possible. Alors tous les jours, on nous rabâche à nous les travailleurs que rien n'est possible.
Eh bien, à sa manière, le gouvernement nous a prouvé le contraire. Alors, si c'est possible d'augmenter les salaires sous le capitalisme, eh bien, il est possible que les travailleurs qui font tout tourner dirigent l'ensemble de la société, pas pour les profits, mais pour les intérêts du plus grand nombre. Il va falloir donc qu'on propage l'idée qu'il ne faut pas juste se partager le gâteau ou les miettes que la bourgeoisie voudra bien nous donner, mais que nous, les travailleurs, on veut gérer et diriger toute la boulangerie. Bon, écoutez, si vous voulez intervenir, poser des questions, réagir à tout ce qu'on a dit, le débat est ouvert.